Alors les constructeurs chinois et Tesla dominent de la tête et des épaules en ce qui concerne la production et les ventes de véhicules électriques, mais ce n'est pas pour dire que beaucoup d'autres acteurs existent sur ce marché, et des acteurs quand même relativement importants, voire même les constructeurs historiques qu'on aime bien. Et je voulais prendre un peu de temps aujourd'hui pour passer en revue là, quelques nouveautés qui sont sorties, qui ont été annoncées cet été 2024, pour vous dire un petit peu ce que j'en pense et savoir aussi ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, on va passer sur différentes marques qu'on connaît à peu près tous. Moi, en ce qui concerne, c'est des marques avec lesquelles j'ai grandi dans les années 2000. C'était les marques que je voyais partout autour de moi dans la rue. Et je vais axer mon commentaire sur chacune de ces nouveautés sur 3 points à peu près, à savoir quelle est la promesse marketing de la nouveauté. Je veux dire, qu'est-ce qu'on nous vend? Est-ce que cette nouveauté est a priori intéressante par rapport à la promesse qui est faite? Deuxièmement, le design, à savoir le style de la voiture, dedans, dehors, puisque le design, ça reste un critère de choix important, et c'est bien normal vu le prix que ces véhicules coûtent. Et enfin, tout simplement vous dire, est-ce que par rapport aux 2 points précédents, je serais plutôt client ou pas des nouveautés en question? Bien sûr, au regard des informations qui ont été communiquées à la présentation des modèles, on n'est pas encore sur des essais pour ces voitures-là. Alors, je vais ranger cette vidéo pas du tout dans l'ordre alphabétique, je vais partir des marques qui, à mon avis, ont sorti les nouveautés ou la nouveauté la moins intéressante, et aller crescendo vers les nouveautés qui, à mon avis, me paraissent les plus intéressantes sur le marché. Et on n'aura pas que des voitures électriques. Je vous propose qu'on commence tout de suite par une marque qui a quasiment disparu en Europe, ou en tout cas, c'est l'impression que ça me donne ces derniers mois, ces dernières années. C'est Ford. Alors Ford qui a complètement délaissé la production de ces véhicules historiques que sont la Fiesta et la Focus. Le but pour eux, c'était de retravailler leurs usines et leur outil de production pour être prêts à sortir un véhicule électrique de taille moyenne qui puisse se vendre en masse en Europe, à savoir le Ford Explorer, qui est tout simplement un autre crossover slash SUV basé sur cette plateforme MEB de Volkswagen qu'on connaît depuis 2020 maintenant, qui c'est connu est pas la meilleure plateforme pour les voitures électrique, qui est pas la pire, mais n'est pas spécialement la plus compétitive, surtout en ce qui concerne la masse des voitures. Et la masse des voitures, même si c'est pas le critère le plus fondamental en ce qui concerne l'électrique, puisque grâce à la régénération d'énergie, on est moins sensible à la masse en ce qui concerne la consommation, mais ça reste quand même une pénalité par rapport à des véhicules plus légers de la concurrence. Alors Ford a annoncé l'Explorer électrique il y a plus de 2 ans, je crois, et on le voit toujours pas dans la rue, et c'est même pas de cette nouveauté dont je veux vous parler aujourd'hui. La nouveauté dont je veux parler, c'est la Ford Capri, qui n'est tout autre que la version coupée de ce Ford Explorer, donc avec le même intérieur qui pour moi est tout aussi insipide, et surtout un extérieur un peu différent, peut-être un peu plus original, mais encore pas beaucoup, surtout en comparaison par exemple d'une Polestar 2. Alors déjà que la Ford Explorer est pas encore dans nos rues, je ne comprends pas pourquoi Ford nous annonce la Capri, surtout avec le style qu'elle nous présente. Moi je trouve ce style absolument insipide, je comprends pas, je trouve que c'est une Polestar 2 en moins réussi, avec cette espèce de ligne d'ouverture des vitres sur le côté arrondi. Non, je trouve pas ça très réussi. L'intérieur n'est absolument pas original pour un sou. Là, on aurait pu s'attendre à quelque chose d'un peu plus original pour un véhicule entre guillemets coupé, mais pas du tout. Donc je ne suis absolument pas sûr que ce véhicule se fasse une place sur un marché européen des véhicules électriques très très compétitif, et c'est pour ça que c'est la nouveauté qui pour moi me semble le moins intéressant de ce classement. Nouveauté suivante, le Renault Symbioz. Alors le Renault Symbioz, pourquoi il est pas très intéressant selon moi, même si c'est à mon avis pas une mauvaise voiture, loin s'en faut, c'est que des SUV chez Renault on en a déjà pas mal, et dans cette gamme de prix, il y avait déjà le Captur et l'Arcana qui faisaient déjà très bien le boulot, donc je ne voyais pas trop l'intérêt de ce nouveau Renault Symbioz. Alors quand vous regardez les vidéos et les photos de présentation, le style apparaît très nouveau, surtout en ce qui concerne l'arrière de la voiture, qui est assez proche d'un Scénic électrique ou d'un Rafale. Mais j'en ai vu un dans la rue aujourd'hui, et je peux vous dire que c'est un Captur, c'est rien d'autre qu'un Captur un peu plus long. Pour moi, les effets de style de Gilles Vidal, vu de loin ou dans la rue, ça ne marque pas du tout. Pour une voiture qui souhaitait se démarquer par son style, en tout cas tel que ça nous a été vendu à son lancement, il faut pas se leurrer, quand vous le croiserez dans la rue, vous ne verrez rien d'autre qu'un gros Captur,
Et bon, bah c'est peut-être finalement assez cohérent par rapport au prix auquel la voiture est annoncée. Moi, ce que je comprends pas avec cette voiture, c'est qu'est-ce qu'elle a à faire dans la gamme Renault à côté, par exemple, d'un Arcana. Mon hypothèse venant de ça, c'est que le Renault Arcana étant fabriqué en Corée du Sud, je pense qu'ils ont voulu simplifier la logistique et avoir un modèle un peu comparable qui puisse être fabriqué en Europe et être plus facilement adaptable aux contraintes et au goût du marché européen. Donc c'est pour ça qu'on a une version, on va dire, un peu plus standard dans son style. À voir si ça prend, hein. Je pense que ça peut se vendre correctement. Après, est-ce que l'investissement valait la chandelle par rapport à des Capture et des Arcana qui étaient bien nés et disponibles avec des motorisations hybrides plutôt performantes? J'en suis pas certain. Troisième nouveauté, ou plutôt troisième marque que je souhaite aborder dans ce classement de cet été, c'est BMW qui nous a sorti plusieurs nouveautés, qui sont la BMW M5, la BMW Série 1 et la BMW X3. Aucune d'entre elles ne m'emballe, hein, c'est pour dire, et pour différentes raisons. La BMW M5, pour moi, pourquoi elle ne m'emballe pas? Parce que c'est censé être une berline sportive ultra affûtée, ultra puissante. Et le fait est, c'est que elle est beaucoup plus lourde que sa prédécesseur, parce que elle est hybride rechargeable désormais, ce que je trouve être complètement stupide. Je veux dire, quitte à avoir une berline comme ça, autant qu'elle se tape le malus maximum, mais que ce soit quelque chose d'un peu excitant et qui fasse rêver, hein. Donc je trouve ça dommage d'avoir voulu faire une version hybride rechargeable fiscale pour ce type de voiture qui est censé être un véhicule porte-drapeau. Et franchement, même la communauté des BMistes, même ceux qui aiment le style de la BMW M4, trouvent ça complètement incongru d'avoir un véhicule aussi lourd vu ce qu'est censé représenter la M5. Alors on verra, hein, peut-être que ce sera un succès commercial ou un succès d'estime après les essais presse, mais vu les performances annoncées qui sont moins bonnes, hein, que la précédente, je suis vraiment pas certain. Je pense qu'on aura un effet assez similaire à ce que Mercedes a vécu avec la C63 AMG qui s'est retrouvée en hybride rechargeable avec un 4 cylindres. Je veux dire, on est vraiment allé trop loin dans la technologie pour la technologie et juste avoir un objet très très cher et très flashy. En oubliant complètement le petit pourcentage de clients qui s'intéressaient quand même à ces voitures pour leur qualité dynamique. Et chez BMW, deux autres nouveautés qui, moi, m'emballent pas trop. C'est la Série 1 qui est une grosse mise à jour de la version précédente. Que dire de cette voiture? On reste sur une traction, on reste sur un design complètement insipide selon moi. Surtout à l'extérieur, on est sur un mélange de Ford, de Kia, mais finalement plus trop de BMW. C'est une berline compacte, traction, générique, tout ce qu'il y a de plus banal selon moi, et c'est bien dommage. Et à l'intérieur, c'est à peu près pareil, hein. Le design est très épuré, ça c'est pas trop mal. Mais moi, ce qui me choque dans cette voiture, c'est comment les écrans sont intégrés sur la planche de bord. C'est fait un peu de travers par rapport au conducteur. Donc, je trouve pas ça très très bien fait. Et surtout, l'écran central est beaucoup plus grand et beaucoup plus haut que l'écran des compteurs. Donc au niveau des compteurs, on se retrouve avec un rebord au-dessus de l'écran lui-même qui est absolument énorme et pas du tout élégant, hein. C'est la même chose sur la BMW X1 d'ailleurs. Et on n'est pas du tout sur quelque chose d'aussi impressionnant visuellement que sur une BMW i4 ou iX pour citer d'autres véhicules de cette gamme. Dernière nouveauté BMW, c'est le X3. Alors le X3 niveau style, je pense que ça plaira pas à tout le monde. Moi, ça me déplaît pas trop. Je pense que finalement, quand on regarde l'histoire du X3 depuis sa sortie au début des années 2000, il a toujours été bizarre au niveau du style. Et cette génération ne fait pas exception. Donc c'est pas trop ça qui me perturbe sur ce véhicule. C'est ce qui me dérange, c'est qu'on n'a pas de version électrique, alors que la version précédente en avait une. Alors je sais pas qu'est-ce qu'il prépare BMW, peut-être que dans 1 ou 2 ans on aura une version sur la plateforme Neue Klasse, la nouvelle plateforme électrique de BMW qui va arriver. Mais en attendant, on n'a plus de version électrique sur ce gabarit de véhicule. Donc un peu dommage. Marque suivante à évoquer, c'est Audi qui a eu pas mal de nouveautés ces dernières semaines.
La première d'entre elles, à mentionner rapidement, c'est l'Audi RS e-tron GT, donc qui est la version Audi de la Porsche Taycan, donc qui récupère toutes les nouveautés intéressantes de la version améliorée de la Porsche Taycan de cette année. Bon, j'achète pas spécialement, hein, pourquoi acheter celle-là alors que la Porsche Taycan est à mon avis beaucoup plus jolie. Je vous laisse me dire en commentaire si vous préférez l'Audi en termes d'esthétique. Les autres nouveautés à signaler pour moi chez Audi, c'est la Q6, l'Audi A5 et l'Audi A6. Désormais chez Audi, les nombres pairs, donc Q6, A6, sont pour les véhicules électriques et les nombres impairs, comme l'A5, sont pour les véhicules thermiques. Et donc l'A5 est une voiture thermique désormais, donc qui sera soit 100% thermique, soit hybride rechargeable. Et moi, cette A5, quand on voit ce qu'était l'A5 à sa sortie en 2007, c'est-à-dire un coupé absolument sublime, et surtout un véhicule de prestige et d'image, et de voir que cette A5, ça devient désormais la commodité, le véhicule par défaut de la gamme Audi qui remplace l'Audi A4, ça me fait un peu de mal quand même, hein, d'autant que le style de la voiture est pour moi quand même assez convenu, hein, c'est beaucoup de facilité dans le design, du noir laqué, que ce soit dehors ou dedans, qui est pas du meilleur goût. Franchement, je trouve pas ça très raffiné. Pas spécialement moche, mais pas non plus d'une originalité dingue, et surtout pas très élégant dans le détail. Et j'aurais préféré être davantage élogieux en ce qui concerne l'Audi Q6 et l'Audi A6, donc qui reposent sur la nouvelle plateforme du groupe Volkswagen pour les véhicules électriques haut de gamme. Le Q6 c'est tout simplement la version Audi du Porsche Macan, avec quelques différences au niveau des moteurs et de l'équipement, mais sinon au niveau batterie et tout ça on sera très similaire. Et l'Audi A6 est pour moi plus intéressante à évoquer, parce que ce sera la version berline, entre guillemets, de cette plateforme. Le seul truc que je regrette sur cette voiture, c'est son design qui est très lourd. On a vraiment l'impression d'avoir affaire à une enclume, ce qui est un peu dommage pour une berline, hein. J'attendais vraiment davantage de finesse de cette voiture. Et aussi, je pense que on est en 2024, est-ce qu'il est possible d'arrêter avec les feux double étage inaugurés par Citroën en 2013 sur le Picasso? Je pense qu'on a aujourd'hui la technologie d'avoir des feux suffisamment fins pour s'épargner la triche des feux à double étage, et je trouve ça dommage que Audi ou même Porsche, hein, sur la dernière Macan, tombe dans cette facilité de style. Ceci étant dit, l'Audi A6 a pour moi plusieurs choses intéressantes à signaler. D'une part, ce sera le véhicule le moins cher pour le moment sur cette nouvelle plateforme électrique luxueuse du groupe Volkswagen, et aussi la version avec le plus d'autonomie et les moindres consommations. Alors certes, on va pas être sur des véhicules très légers, hein, faut pas rêver, mais je suis assez curieux de voir ce que ça va donner une Audi A6 propulsion avec le petit moteur et la petite batterie de 83 kWh, où on devrait peut-être tourner autour des 600 km WLTP homologués, et finalement peut-être autour des 70 000 € dans une version équipée convenablement, 70-80 000 €, on verra. Donc faudra voir si ça apporte plus de choses que des véhicules équivalents Tesla Model S et Model 3 en tête. L'avantage de cette Audi aussi, c'est qu'elle est disponible en version break, et le fait que cette voiture existe en berline avec un haillon ou en break, ça permet d'avoir autre chose comme proposition que le tout SUV qu'on avait jusqu'alors. C'est peut-être ça qui est intéressant à retenir finalement de cette Audi, au-delà de l'esthétique qui, moi, m'emballe pas, que ce soit à l'extérieur avec le côté enclume, ou même à l'intérieur avec le côté des écrans partout, du noir laqué au milieu de la console centrale. On est, à mon avis, pas du tout sur l'élégance qu'avaient les Audi dans les années 2000 ou 2010, et personnellement je le regrette. Alors avançons dans ce classement des nouveautés vers les véhicules qui m'emballent de plus en plus, avec Fiat. Fiat a présenté sa nouvelle Panda électrique. Je sais pas trop quoi en penser de cette voiture. Pour moi, le dessin est intéressant, mais bien trop... c'est beaucoup trop dessiné, quoi. On n'est pas du tout dans la simplicité de ce que devraient être les designs d'une Fiat, pour moi. Surtout quand on pense à la Panda de toute première génération, qui était d'une simplicité. Le dessin suit la fonction, et c'est ça qui faisait la beauté de la voiture, entre guillemets. Et là, on n'est pas du tout là-dessus, et franchement, je le regrette. Il faudra voir aussi ce que ça donne au niveau prix et niveau vente de la version de base, puisque c'est une voiture qui se veut à peu près équivalente à la Citroën IC3 en termes de prix et de prestations. Après, ce sera une voiture qui sera pas très chère, je pense que c'est assez acquis. Est-ce qu'elle en offrira pour son argent par rapport à des concurrentes, je sais pas, coréennes ou chinoises?
là, rien n'est moins sûr. Et c'est pour ça que cette voiture m'emballe pas spécialement beaucoup. Parce que pour moi ça reste voilà, une IC3 avec un design un peu différent. Finalement il n'y a pas grand chose de Fiat sur cette voiture si ce n'est le design qui évoque un petit peu la première Panda, mais je trouve que c'est un peu forcé, quoi. On se force à faire passer cette voiture pour une Panda, et c'est pas spécialement ce qu'on attend de Fiat. J'aurais bien aimé que Fiat nous présente par exemple une Fiat 500 mise au goût du jour, avec de nouveaux moteurs, de nouvelles batteries, qui consomment moins, qui est moins cher, mais ça apparemment c'est pas pour tout de suite, puisque on parle même d'une Fiat 500 thermique pour sauver cette nouvelle voiture. Nouveauté suivante dans laquelle je voulais parler, c'est la Porsche 911 hybride. Porsche a mis énormément d'argent dans cette 911 GTS T hybride, puisque c'est son petit nom, avec des turbos électriques et un moteur électrique intégré à la boîte de vitesse double embrayage PDK qu'on connaît bien depuis bientôt 20 ans. Moi, je sais pas trop quoi penser de cette voiture, parce que d'un côté, on a une voiture qui est extrêmement performante, qui est limite au-delà de ce que proposait la 911 Turbo avant l'arrivée de cette version, en termes de performance, d'accélération, de temps sur le Nürburgring, etc. Donc c'est très très impressionnant, hein. D'autant que ces performances sont obtenues avec un prix qui est nettement inférieur à ce que pouvait être la Turbo précédente. Mais je suis quand même un petit peu sur ma faim, puisque en ce qui concerne l'hybridation, Porsche avait quand même quelque chose dans son histoire pas si lointaine, qui s'appelle la 918 e-Hybrid, avec un moteur V8 atmosphérique qui montait à plus de 8000 tours et qui faisait un bruit monstrueux. Et moi je m'attendais vraiment à ce que Porsche saisissent l'opportunité de l'hybridation pour tout simplement virer les turbos du moteur de la 911, revenir à un 6 cylindres à plat atmosphérique qui fait un bruit d'enfer, qui apporte quelque chose à l'expérience de conduite, comme c'était le cas finalement avec la 918, et comme ça va être le cas avec la dernière nouveauté que je vais présenter. Je vous laisse le suspense. Et c'est d'autant plus regrettable que une Porsche 718 GTS 4.0, le Cayman GT4, dispose d'un moteur 4 litres atmosphérique qui dérivé du moteur turbo de la 911 GTS ou même de la 911 de base. Et moi je regrette que ce moteur atmosphérique, qui n'est pas le moteur ultra pointu et ultra performant de la 911 GT3, je regrette que ce moteur ait pas une place dans la gamme 911 entre guillemets classique, une 911 Atmo qui soit peut-être un peu plus civilisée, un peu plus pour la route que la 911 GT3. Qui sait, ça viendra peut-être un jour, hein. Porsche s'est bien rendu compte que les aficionados et les passionnés aimaient beaucoup la boîte mécanique manuelle, même si c'était moins performant. Donc peut-être qu'on aura l'année prochaine ou dans 2 ans une version atmosphérique de la 911 GTS ou Carrera S, on ne sait jamais. Même la version hybride écope du malus maximum en ce qui concerne le marché français. Et donc quitte à être pénalisé au maximum, autant respecter les normes à minima et avoir un véhicule qui fasse rêver. Et en parlant de malus, une marque qui arrive à faire des véhicules sportifs avec finalement assez peu de malus, c'est Alpine avec l'A110. Alors malheureusement, on n'a pas de nouveauté concernant cette Alpine A110, hein, et je pense même que la production va être réduite pour continuer d'exister, tout simplement, hein, puisque l'Alpine A110 ne pouvant pas respecter les normes de sécurité GSR2, ils doivent réduire la production pour pouvoir obtenir une dérogation et continuer d'exister. Mais Alpine présente quand même une nouveauté cet été, c'est l'Alpine A290. Alors cette Alpine A290, ce n'est rien d'autre que la version, on va dire, survitaminée de la Renault 5 électrique. Alors cette voiture, moi je suis content qu'elle existe, qu'on ait des petites sportives entre guillemets, vraiment entre gros guillemets, abordables dans le monde de l'électrique. Ça commençait à nous manquer, hein, parce que la Clio RS, ça fait quand même quelques années qu'elle n'est plus sur le marché. Quand même 2 regrets sur cette voiture, un petit et un gros. Le petit regret, c'est que je pense un peu comme la Fiat Panda, c'est une voiture qui est surdessinée, où la
la carte du design est vraiment exploitée à fond. Ça manque un peu de simplicité, là où l'Alpine A110 a très très bien joué son design, hein. C'est une voiture qui est sortie en 2017 et qui a pas du tout vieilli de ce point de vue-là, en tout cas à l'extérieur, et c'est vraiment bien joué. Je pense que l'A290 malheureusement en fait un peu trop, et ça va pas spécialement bien vieillir à mon avis. Le gros regret que j'ai concernant cette Alpine A290, c'est que aucunement dans le marketing de cette voiture, on ne fait référence à la légèreté, au gain de poids, à ce qui fait d'une Alpine une Alpine finalement. Je regrette que même en option ou quelque chose, on n'ait pas un pack de perte de poids sur cette voiture, même si c'est pour gagner 30 ou 50 kilos, juste histoire de dire que on joue la carte de la légèreté et que on est sur ce qui fait d'une Alpine une Alpine. Renault ne communique aucunement sur le poids de cette voiture et n'a dans la présentation et le dossier de presse aucunement évoqué comme quoi elle pourrait être plus légère que la Renault 5. Et je trouve ça bien dommage quand Porsche est capable de nous faire 3 paragraphes dans un dossier de presse pour 20 kilos gagnés sur une Porsche Carrera T par rapport à une Carrera normale. Je trouve qu'Alpine avait quelque chose à jouer sur cette A290 en disant notre voiture elle est 20, elle est 30, elle est 50 kilos plus légère que la Renault 5 et c'est pour ça qu'elle est meilleure tout simplement. Alors on va arriver sur les 3 nouveautés qui m'ont le plus intéressé cet été. Donc, je vous garde le meilleur pour la fin naturellement. Mais en 3e position, j'ai mis la Xiaomi SU7. La Xiaomi SU7, c'est une grande berline, on va dire du calibre d'une Model S qui est proposée par le constructeur de technologie de smartphone essentiellement Xiaomi en Chine. Et c'est une voiture qui est pour moi super intéressante puisqu'elle propose des prestations de Model S pour moins cher qu'une Model 3 tout simplement. Et pourquoi ils arrivent à faire ça? Tout simplement parce que sur le papier, ils ont des usines qui sont hyper modernes, hyper optimisées, et surtout, ils ont des technologies qui sont en pointe, hein, et notamment les batteries BYD Blade, dont j'ai déjà parlé précédemment, et qui équipent par exemple la Tesla Model Y propulsion en Europe. Des batteries qui sont super efficaces, super simples à mettre en œuvre, et qui coûtent beaucoup moins cher. Le bénéfice des batteries BYD Blade est assez criant, notamment dans le cadre de cet exemple de la Xiaomi SU7. Je pense que c'est pas demain la veille qu'on verra cette voiture en Europe, mais même si c'est dans 5 ans ou dans 10 ans, je suis très curieux de voir ce que Xiaomi ou d'autres pure players chinois vont proposer, parce que à mon avis on sera sur des propositions beaucoup plus créatives et intéressantes que ce que nous proposent les constructeurs historiques présents sur le marché européen. Il y a beaucoup plus de choses intéressantes à voir dans une Xiaomi SU7 que dans une Ford Capri ou une Audi Q6. Alors, 2e nouveauté qui m'a le plus intéressé cet été, et là je vous le dis clairement, c'est une nouveauté, j'achète complètement, c'est le Hyundai Inster. Hyundai Inster, c'est tout simplement une petite voiture électrique, mais vraiment, c'est-à-dire vous prenez la Hyundai i10, vous déguisez ça en un genre de crossover SUV, et vous avez le Hyundai Inster. Et chose intéressante au-delà du design que je trouve absolument craquant de cette voiture, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est qu'on aura une autonomie quand même assez intéressante, entre 300 et 350 km. À voir aussi les consommations qu'on va pouvoir obtenir avec cette voiture. Si on arrive à avoir une autonomie de 300-350 km réelle avec cette voiture, qu'on a des temps de charge décents en courant continu, et on pourrait avoir tout simplement une super proposition de voiture autour des 20 000 € pour tout le monde, quoi, tout simplement. Ce qui m'intéresse aussi de voir sur cette voiture, c'est est-ce qu'on sera capable de faire de la route et de l'autoroute en des temps raisonnables par rapport à d'autres voitures dans cette gamme de prix. C'est pour moi un enjeu très très fort des années à venir pour les voitures électriques, c'est d'amener le trajet autoroutier faisable sans se prendre la tête à des prix moins élevés que les environ 40 000 € qu'on a aujourd'hui sur une Tesla Model 3 propulsion par exemple, ou Model Y propulsion comme celui dans lequel je suis ici. Et j'ai très 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 hâte que cette voiture arrive en Europe, avec un peu de chance vu que c'est une très petite voiture, que elle a pas une batterie énorme, elle aura peut-être le droit au bonus écologique en France, et c'est une très bonne nouvelle, puisque je pense qu'on a assez soupé des voitures absolument énormes sur le marché électrique, la Tesla Model Y en premier. Je trouve ça assez intéressant qu'on puisse avoir des propositions plus compactes, plus petites, plus adaptées à l'Europe qui puissent arriver dans les mois et les années à venir. Enfin, dernière nouveauté, celle qui m'a le plus enthousiasmé cet été, et franchement je m'y attendais pas, je pensais pas que cette nouveauté m'intéresserait autant. Alors j'achète,
enfin, j'aimerais acheter plutôt. La nouveauté en question, c'est la Bugatti Tourbillon, qui vient succéder à la Chiron. C'est un grand oui, hein, cette voiture, puisque elle fait tout bien. Je veux dire, c'est une voiture hybride certes, mais hybride pour les meilleures raisons possibles. Je pense que ce qu'on pouvait critiquer et ce qu'on peut critiquer pour la Porsche 911 GTS TA hybride, certes plus performante, mais aussi plus lourde et aussi peut-être plus aseptisée qu'une 911, on va dire, toute simple, atmosphérique, avec une boîte mécanique. La Bugatti Tourbillon, elle a amené l'hybridation pour le meilleur. Et déjà, il faut parler quand même de ce moteur Atmo V16 atmosphérique qui hurle à plus de 9000 tours, je crois. C'est absolument dingue. Enfin, je veux dire, de pouvoir faire ça en 2024, c'est absolument fou. Et ce moteur fait 1000 chevaux en lui-même. On est même sur quelque chose qui, pour moi, est plus intéressant et plus enthousiasmant que ce qu'avait l'Aveyron et la Chiron. L'Aveyron, c'était 1000 chevaux et 16 cylindres, mais 4 turbos quand même. Là, on est sur 16 cylindres et 0 turbo, tout en atmo, avec le vacarme associé d'un moteur qui monte à 9000 tours minute. Donc ça, je trouve ça absolument fou. Et en plus de ça, on a un moteur électrique et une batterie haute performance qui en eux-mêmes permettent de délivrer 800 chevaux. Hein, et en combiné, on est à 1600 chevaux, soit grosso modo ce qu'on avait avec la Bugatti Chiron. Je pense que cette voiture a tout juste sur le marché très restreint pour lequel elle s'adresse, à savoir une voiture qui est là pour donner une expérience qui soit absolument unique. Et ça passe aussi sur les chiffres tout simplement. Je veux dire, elle est plus performante en accélération bien sûr, et elle est plus légère que la Bugatti Chiron qu'elle remplace, alors que la partie hybridation pèse plus de 300 kg. Le fait d'avoir viré les turbos et d'avoir simplifié dans sa conception le moteur thermique, bah, ça a permis d'avoir un budget hybridation et poids suffisamment important pour qu'au final la voiture pèse moins lourd que la Bugatti Chiron qu'elle remplace. Et ça, je trouve ça absolument fou. Et le design aussi, je trouve le design particulièrement réussi. Hein, là où la Chiron était une évolution de la Veyron, là je pense que le fait de repartir d'une feuille blanche a fait beaucoup de bien au design de cette Bugatti. On a des feux avant qui sont ultra fin et on n'a pas besoin de tricher avec les feux à double étage sur cette voiture. Et à l'intérieur aussi, on a quelque chose de très intéressant. Et moi, ce qui me fait le plus rire je veux dire sans me moquer, hein, ce qui me fait le plus rire sur cette voiture, c'est le volant à moyeu fixe. Et ça me fait penser au Citroën C4 et C5 du milieu des années 2000. Je veux dire que Citroën l'a fait avant Bugatti, je trouve ça assez cool. Et ce qui est assez intéressant aussi dans cet intérieur, c'est qu'on a pas d'écran, ou en tout cas pas d'écran visible, pour que la voiture vieillisse bien. Et alors chez Bugatti, ils sont allés à l'extrême avec les compteurs encore plus analogiques que précédemment, avec de l'horlogerie suisse de précision pour les différents cadrans. C'est très intéressant en soi. Sans aller jusque là, moi c'est quelque chose que j'aimerais voir chez d'autres marques, Porsche par exemple, ou même d'autres marques moins chères qui veulent faire des véhicules passion. Hein, je pense à pourquoi pas la Mazda MX-5 du futur. C'est de rester sur quelque chose de singulier, d'analogique, d'atmosphérique si on décide de garder un moteur thermique, de rester intemporel dans sa voiture. De toute façon, on est sûr que demain, la voiture de tous les jours, ce sera une voiture électrique assez banale et pas très enthousiasmante pour la plupart d'entre elles. Donc autant que les voitures passion s'affranchissent de tout ce qui est écran et technologie un petit peu show-off, hein, et redeviennent à quelque chose de beaucoup plus intemporel, pour durer et tout simplement conserver une clientèle d'enthousiastes. Je suis beaucoup plus enthousiaste de ce que fait Bugatti avec la Tourbillon en disant nous on met pas d'écran, plutôt que quelque chose comme Audi, hein, ou les 3 Audi que je vous ai cités en début de vidéo. On a un vomi d'écran sur la planche de bord où on essaie même de caser un écran en face du passager alors qu'il n'y a pas la place spécialement, histoire de dire qu'on a de plus en plus d'écrans. Je pense que entre les deux planches de bord, vous devinez assez facilement laquelle des deux va le mieux vieillir. On voit bien quelle voiture est construite pour durer et garder sa valeur, voire même prendre de la valeur dans le temps, et la voiture qui va être prise en leasing pour 3 ans en véhicule de fonction. C'est un peu triste à dire, mais c'est ça. Alors j'en ai fini avec ma liste des nouveautés plus ou moins intéressantes présentées cet été 2024.
Je vous laisse réagir en commentaire par rapport à ces nouveautés, par rapport au classement que j'en ai fait aussi. Je serais très intéressé de vous lire. Et en attendant de vous retrouver, eh ben, je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances, bon courage si vous êtes au boulot, et en tout cas une bonne route. Et je vous dis à bientôt.